Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Alexia Michel, fondatrice de Yoga and Peanut Butter, le premier programme de yoga en France qui traite du rapport à l'alimentation, d'acceptation et d'estime de soi. Un programme accessible à tous. Nous allons parler des comportements alimentaires problématiques, contrôle, restriction, compulsion, compensation, et des outils qui permettent de retrouver un rapport à l'alimentation apaisé. Bonne écoute! Bonjour Alexia, bienvenue dans le podcast. Bonjour! Bonjour! Enchantée, contente d'être ici. Merci pour votre accueil. On est contente de te recevoir et de pouvoir parler de ce sujet. On l'avait pas encore abordé dans le podcast, le sujet des troubles du comportement alimentaire. Donc, on est ravis que tu puisses nous en parler. Pour t'introduire un petit peu, Alexia, donc toi, tu as vécu 10 ans en Asie, où tu occupais des postes un peu dans le domaine du marketing, un petit peu des postes à responsabilité quand même dans le marketing. Et puis, en 2018, tu décides d'entamer une reconversion professionnelle pour te consacrer pleinement au yoga. Et aujourd'hui, tu es donc professeur de yoga et tu accompagnes plus particulièrement donc, des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui t'a amené à cette pratique de yoga? Peut-être me raconter un petit bout de ton histoire personnelle qui t'a amené jusque-là, Alexia. Comment ça s'est passé pour toi? Alors oui, effectivement, tu as bien décrit dans les grandes lignes le parcours de la France à l'Asie et professionnel également. Donc on peut dire que je suis arrivée au yoga par un petit peu par hasard, même si aujourd'hui je me dis que bon, il y a pas de hasard, j'en avais bien besoin du fait d'un rythme de vie assez effréné, d'un intérêt déjà initial pour le bien-être, le développement personnel, la nutrition, voilà, dans lesquels j'ai un petit peu navigué à travers ma carrière et aussi personnellement et puis à travers des formations. Et j'avais ce grand besoin déjà de bouger, de bouger et de un petit peu tordre mon corps au début, et puis de respirer tout simplement. J'étais dans un mode de vie assez intense, une forme aussi de fuite en avant qui faisait que j'avais besoin de contrebalancer tout ça. Donc le yoga m'a aidé en ça, et mettre aussi in fine le doigt sur le fait que j'étais pas totalement guérie de l'anorexie mentale de laquelle je souffrais depuis toute petite, en étant passée par des phases assez diverses, hein, de la phase que l'on connaît tous de perte de poids assez extraordinaire, on va dire, à des phases beaucoup moins visibles mais tout autant violentes pour le corps et le mental. Donc voilà, et petit à petit j'ai cheminé à travers et avec le yoga pour m'en sortir et ensuite apprendre moi-même à transmettre cette discipline et ce mode de vie. Et puis j'ai tout mélangé à la fin entre vraiment mes compétences en digital, en marketing, l'ouverture vers l'Asie et donc des approches beaucoup plus holistiques, donc dont l'Ayurveda est complètement fait partie complètement, pour mettre à disposition ces connaissances pour des personnes qui ont un rapport à l'alimentation, au corps, au poids, à l'image de soi un petit peu compliqué. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui
voilà, veulent avoir un rapport à leur corps beaucoup plus bienveillant. Donc, au final, c'est un parcours professionnel, personnel, de santé, tout emmêlé pour arriver jusqu'à Paris et Yoga and Peanut Butter. Un parcours, du coup, qui t'a permis aujourd'hui de trouver ta place, ta bonne place, en tout cas ta place juste. Peut-être avant de rentrer un peu plus en détail de l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui aux personnes souffrant de troubles de comportement alimentaire, on va peut-être définir un petit peu, si c'est possible de le définir, les différents types de troubles. Parce qu'en fait, on a parlé d'anorexie mentale, enfin tu en as parlé un petit peu brièvement, mais qu'est-ce qu'il existe comme type de trouble? Quelles sont les personnes qui peuvent se sentir concernées par ce podcast aujourd'hui? Alors, comme je disais, je pense il y a deux grandes parties dans les sujets que j'aborde. Il y a la prévention, premièrement. Donc, c'est majoritairement des personnes qui sont assez stressées, assez anxieuses, qui ont des croyances limitantes vis-à-vis de leur apparence, de leur poids, finalement de leur identité un petit peu, et qui vont utiliser la nourriture pour compenser, se calmer, enfin voilà, pour faire un petit peu tampon. Donc déjà il y a toute ce groupe-là de personnes qui est assez conséquent finalement, qui pour la plupart ont déjà fait beaucoup de régimes, qui n'aiment pas trop leur corps. Bon, voilà, il y a beaucoup de femmes, de plus en plus d'hommes, mais beaucoup de femmes. Donc il y a toute cette partie prévention des troubles des conduites alimentaires. Et ensuite, il y a la partie beaucoup plus pathologique, où là, aujourd'hui, on a une classification très stricte, entre guillemets, des troubles des conduites alimentaires, dont les principales restent l'anorexie mentale, qui peut être vomitive ou pas. Donc on est ici dans de la restriction. Donc à chaque fois qu'on mange quelque chose, on mange très peu et on va donc soit se faire vomir ou pas. La boulimie qui peut être donc qui est vomitive, donc qui est à chaque fois on va manger en plus grande quantité que ses besoins. Donc il y a des crises un peu comme ça de compulsion alimentaire. Donc vomitive de la même façon, il y a l'acte de rejeter tout ce qu'on a ingurgité. Et non vomitive, on va laisser beaucoup de temps entre chaque crise, donc pour compenser en fait l'acte finalement la crise et la compulsion. Ensuite, on a l'hyperphagie, donc ce sont des personnes qui sont à vraiment l'entrée un petit peu dans ce qui va amener vers l'obésité, qui n'est pas considéré comme un trouble des conduites alimentaires à ce jour, parce que tous les troubles des conduites alimentaires sont des pathologies mentales, là où l'obésité n'est pas considérée comme une pathologie mentale. Ceci dit, voilà, il y a des vases communicants qui sont très proches. Donc l'hyperphagie, c'est le fait de manger en très grosse quantité, mais de pas avoir de compensation. Donc c'est des personnes qui ont des crises de la même façon que les personnes qui souffrent de boulimie, mais qui vont pas forcément compenser. Donc il y a une prise de poids forcément avec le temps qui se fait. Et ensuite, donc, dans les principales, on a l'orthorexie qui est de plus en plus développée parce que c'est un petit peu la pathologie mentale de ceux qui veulent manger parfaitement bien, voilà, donc qui ont très très peur de manger un aliment sale qui va les intoxifier, etc. Donc il y a beaucoup de liens aussi avec l'anorexie. Souvent les personnes qui souffrent d'anorexie sont comme ça. Et c'est assez moderne en fait, hein, dans une société où on nous dit qu'il faut bien manger, voilà, avec plein d'étiquettes partout que je ne citerai pas pour pas me faire attaquer, mais voilà. En tout cas, ce sont les principaux les principaux TCA. Il y en a de plus en plus qui sont répertoriés. La frontière est souvent fine entre chacun. On peut passer de l'anorexie à la boulimie, à l'hyperphagie, l'orthorexie à l'anorexie. Donc voilà. Mais ceci dit, après chaque trouble est très bien catégorisé avec des comportements qui sont analysés, des schémas mentaux, voilà. En tout cas, c'est aujourd'hui très bien documenté médicalement parlant, mais toujours en mouvement parce que ça reste des pathologies aujourd'hui qu'on soigne très très mal.
avec des taux de rechute qui sont quand même importants. Donc ça devient vraiment des maladies chroniques qui prennent beaucoup de place dans notre société et dans toutes les sociétés occidentales. Donc voilà, c'est aussi beaucoup challengé et tant mieux. Il faut qu'on fasse avancer les choses. Oui, bien sûr, il faut qu'on fasse avancer les choses et c'est important que tu viennes nous en parler aujourd'hui dans le podcast. Donc, merci pour ça, Alexia. Et quand tu dis que ça prend de plus en plus de place, ces troubles de conduite alimentaire, avec, je pense, beaucoup des conséquences en fait qui peuvent être dramatiques pour la personne qui a ce genre de troubles, hein, des conséquences sur le plan familial, social, peut-être même professionnel. Qu'est-ce que te disent les personnes qui ont ces troubles alimentaires? Bah déjà il y a des conséquences sur la santé. Donc j'ai pas évoqué dans la question précédente, mais donc très bien de soulever ça parce qu'il faut quand même en être, enfin le dire. Aujourd'hui l'anorexie mentale est la pathologie mentale qui a le plus haut taux de décès. Donc voilà, ça c'est déjà, je pense pas assez su. Ça a des conséquences à la fois sur le mental, mais sur toute la santé physique. Donc aujourd'hui, c'est hyper intéressant d'avoir une approche de la santé qui est holistique, ne pas considérer juste le physique ou le mental, mais on a vraiment tout enfin toute la santé au global qui est touchée. Les proches aussi, parce que très compliqué de se sortir de ces maladies et du coup, c'est aussi extrêmement dur pour les proches. Sachant que pour beaucoup de personnes touchées, il y a un traumatisme, donc ça peut être des violences, un viol, enfin voilà, qui viennent un élément en tout cas très traumatisant, qui vient déclencher le trouble. Donc souvent il y a aussi la famille qui est concernée, donc soit par le fait d'avoir une personne qui souffre de ce trouble et ne sachant pas trop comment faire pour s'en sortir au vu du peu aujourd'hui d'informations qu'on a sur ces maladies-là, ça devient compliqué, soit directement en cause, entre guillemets, vis-à-vis du trouble. Ensuite, étant donné que ça touche vraiment l'identité, l'estime de soi, la confiance en soi, la perception de soi, enfin vraiment tous ces aspects-là chez la personne, bien sûr, ça va venir toucher aussi la vie sociale, la vie professionnelle, beaucoup la vie professionnelle, dans le sens où on a l'impression qu'on mérite pas, on mérite pas tout ce qui nous arrive, ou du moins on se sabote, ou enfin voilà. Ou à l'inverse, on va dans l'extrême. Moi, ça a été aussi mon cas, comme transfert. Je continuais, j'avais recommencé à manger, mais je me perdais dans mon travail et je travaillais de façon complètement acharnée. Et ça, c'est aussi des choses qui sont courantes. Donc, on a un rapport, je pense, assez extrême à chaque fois. Et en tout cas, avec un fond commun d'anxiété, de stress et de très petite estime de soi. Donc, ce qui va générer des comportements déséquilibrants vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de la société, de son travail, enfin voilà. Donc, effectivement, le trouble ne s'arrête pas à l'assiette. C'est vraiment important de le comprendre, et notamment pour la famille, les RH, les amis, tout le monde. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de un peu clé. Et au final, c'est un peu un cercle vicieux parce que là, tu parlais des conséquences au niveau social, professionnel, au niveau de la santé. Mais au final, les conséquences sont également les causes, sont également les mécanismes qui ont mené à ces troubles de conduite alimentaire. L'anxiété, le stress, des traumatismes, de la culpabilité, du peu d'estime de soi, tout ça mène finalement aussi, donc sont aussi les causes des TCA. C'est vrai qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place, qui fait que ça brouille un peu les pistes sur la source ou les sources du problème. On sait aujourd'hui, et heureusement c'est bien connu et dit dans le milieu médical, professionnel en général, qui s'intéresse à ces troubles-là, que c'est plurifactoriel.
Donc ça peut être la société, ça peut commencer par un simple régime entre guillemets amaigrissant et puis ça finit par ce trouble-là. Ça peut être la pression des réseaux sociaux, des petites remarques quand on est plus jeune sur son poids, sur voilà peut-être une maman ou un papa qui est pas forcément bien dans sa peau non plus, qui vient un petit peu faire des petites remarques ou transmettre ça. On s'est beaucoup posé de questions sur la génétique aussi. Est-ce que il n'y a pas quelque chose de ce côté-là? Ensuite, bon, il y a tout l'aspect trauma. Enfin voilà, donc il y a tout ce panel de possibilités qui parfois font un cocktail explosif et qui, sur le long terme, vont s'alimenter. Effectivement, à la fin, on ne sait plus pourquoi, comment, en fait, on en est arrivé là. Et il faut un petit peu tout découdre, vraiment partie par partie et essayer d'avoir l'esprit clair. Alors se faire de l'automédication dans ce cas-là, enfin de l'auto-prise en charge, c'est juste impossible parce qu'on voit pas en fait, on est incapable même au-delà du déni, parce qu'il y a toute une phase de déni où on veut pas voir ce qui nous arrive et puis même au-delà du déni, je pense que c'est compliqué d'arriver à démêler tout ça. Et c'est pour ça que l'approche en fait thérapeutique se veut toujours plurielle. Et c'est important. Il n'y a pas un seul thérapeute qui va venir sauver entre guillemets la personne, mais vraiment un panel pour pouvoir arriver à mettre vraiment le doigt sur les déclencheurs, sur les situations. Enfin voilà, démêler tout ça. Oui, et puis il y a, je pense, toute une partie que la personne concernée ne peut pas voir, qui est les croyances limitantes, en fait, hein, tout ce qui est les croyances identitaires, par exemple, qui sont liées à ces troubles, par exemple, l'estime de vous-même dépendrait de votre poids, enfin des choses comme ça. Et toi, t'arrives, enfin voilà, l'idée du thérapeute, c'est de venir déconstruire ces croyances-là aussi, c'est ça, hein. C'est déjà venir comprendre comment est-ce qu'elles se construisent. Donc, par exemple, en yoga, on parle beaucoup. Bon, il y a toute la culture du yoga qui vient avec. On prend pas tout en fonction de ses croyances aussi personnelles, mais on parle beaucoup de réincarnation, donc vraiment de karma, de réincarnation, d'habitudes, de choses qui viennent nous conditionner, nous rendre dépendants de certaines situations. Donc à partir du moment où on est incarné, en fait, bien sûr, il y a un tas d'éléments qui viennent jouer. Et dans notre société aujourd'hui, on va dire hors yoga, etc., on sait que les croyances se cristallisent vers l'âge de 11-12 ans, en fait. Donc, et ils viennent petit à petit construire des habitudes, construire beaucoup de choses finalement dont on se rend même plus compte. Et on rajoute à ça toute la couche de la société dans laquelle on vit, qui veut que la femme soit belle, mince, bronzée toute l'année, souriante, professionnellement épanouie, personnellement épanouie. Voilà, donc il y a aussi toute cette pression-là qui est à prendre en considération. Et c'est un peu je t'aime moi non plus parce qu'on voudrait toutes aspirer vers ça. Et en même temps, on le décrit. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Après, je suis assez rassurée de par des connaissances justement assez ancestrales et qui viennent nous donner des valeurs qui sont très intéressantes, de se dire voilà, moi je veux être vraiment indépendante face à ma santé, à ma personne, etc. Déconstruire des croyances limitantes, donc comprendre les mécanismes et puis ensuite déconstruire les idées qu'on m'a mis dans la tête qui sont pas forcément les miennes mais qui sont plus celles de publicité ou d'influenceurs qui n'ont pas grand-chose à m'apporter finalement, si ce n'est que des complexes et des états d'âme. Enfin, voilà quoi. Bon, après, on a une chance aujourd'hui, le yoga est un peu à la mode et le yoga est un outil qui peut aider dans ce cheminement. En tout cas, c'est l'outil que toi, tu as choisi pour proposer, alors déjà pour toi-même et également pour proposer aux personnes qui pratiquent avec toi ou à tes côtés de passer à l'action sur le tapis, mais aussi en dehors. Comment tu as abordé un petit peu aussi les grands principes de médecine ancestrale ou de tradition, de sagesse ancestrale? Comment, avec le yoga, tu arrives à transmettre, à travers peut-être la théorie du yoga, à transmettre des clés, des outils pour les personnes souffrant de TCA? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs approches et la mienne
celle qui est venue à moi et que j'ai adoptée aujourd'hui, que je remercie chaque jour, c'est le yoga. Donc, et plus globalement, effectivement, le yoga avec un grand Y, donc qui englobe la méditation, la respiration, de la théorie, du rapport au sens, de la focalisation et toute une culture et des écrits qui sont juste extrêmement riches. Je pense qu'il faudrait plus d'une vie pour arriver à tout comprendre, tout lire et mettre en pratique, mais de façon beaucoup plus simple et accessible. Je me suis attachée à traduire de par les connaissances que j'avais de mon vécu, mais aussi ensuite des troubles alimentaires et des signes pouvant amener vers ces troubles-là. J'ai traduit ce que nous apporte le yoga finalement dans ce sens-là, c'est-à-dire que comment aujourd'hui le yoga peut nous permettre de nous connecter à notre corps de façon bienveillante, d'apaiser le mental, de voir que notre mental, notre corps, notre âme ou notre moi profond ne font qu'un, comment considérer le lien entre les émotions et les pensées et les actions, faire le lien entre l'intention, la motivation, l'action, questionner tous les mécanismes de changement, de croyances, mais aussi bien sûr la bienveillance, la non-violence, la modération, l'équilibre. En fait, tous ces éléments-là, aujourd'hui, servent aux personnes qui ont en général, peu importe le déséquilibre, vont venir aider à retrouver de l'équilibre et dans le cadre des troubles des conduites alimentaires vont permettre de revenir à soi, à l'équilibre, à une forme d'apaisement et d'émancipation. Donc le but ici, c'est de donner des outils qui vont au-delà du trouble, qui sur le long terme vont permettre d'aller vers le soi en fait. Et c'est ce que propose finalement le yoga dans son cheminement, c'est de dire on s'arrête pas une fois qu'on va mieux au niveau des troubles des conduites alimentaires, on continue et on a l'espace pour se réaliser. Et c'est ce qui aujourd'hui continue pour moi de se produire à petit niveau, mais en tout cas voilà, c'est l'idée, c'est que le yoga propose déjà tout ça. Il n'y a pas besoin de réinventer en tout cas de ce que j'ai pu voir des pratiques, des choses nouvelles au niveau théorique et pratique. Il y a déjà beaucoup à faire. Et par quoi on commence alors? Est-ce qu'on commence par l'approche corporelle, c'est-à-dire les postures de yoga? Est-ce qu'on commence par la méditation, la respiration, le développement personnel? Comment on fait? Alors c'est une bonne question. Comment on fait? Parce que parmi tout ça, je pense que ceux qui nous écoutent doivent se dire ouh là là. Alors moi je vais pas commencer à faire une thèse en yoga, une thèse en yoga ni même devenir un yogi. Non, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai juste des petits soucis avec l'alimentation. Donc l'idée c'est de donner déjà un maximum de liberté pour que chacun puisse aller à son rythme et en ayant des pratiques qui lui correspondent. C'est vraiment pas d'obliger les personnes à tout de suite faire de la méditation, tout de suite aller sur le tapis si on a l'impression que c'est pas du tout fait pour nous, etc. Mais c'est être un peu frugal par rapport à ce qui est proposé. Donc, ce que je fais, c'est dans chaque session, donc dans le programme, il y a 14 sessions, il y a à chaque fois de la théorie et différentes pratiques qui sont en rapport avec le thème abordé. Donc à chaque fois, il y a de la méditation, de la respiration, des mudras, donc ce sont des gestes avec les mains, une pratique physique, une anecdote, un récit de vie, enfin pas tout le temps, mais j'en ai glissé quelques-uns dans le programme. Donc l'idée, c'est d'aller vers des pratiques qui, premièrement, intuitivement, nous parlent. Voilà, c'est pas de se forcer à faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire. Et pourquoi pas, avec de la curiosité, tester un jour de la méditation, un exercice de respiration, etc. Et puis petit à petit, tout simplement, voir les effets que ça peut faire. Et l'enchaînement des sessions fait qu'on va de toute façon du corps le plus physique, donc ce qui est le plus simple pour nous finalement, ce qu'on va connaître le plus facilement, une émotion, une sensation, l'image que l'on a de soi, etc., au plus subtil. Donc ensuite, on va vers on dit des corps en yoga, c'est un peu comme des couches, un peu comme des poupées russes. On va vers des corps plus énergétiques, émotionnels, voilà, donc jusqu'au corps subtil, sachant qu'on peut aussi aller dans l'autre sens. Il y a des personnes qui vont aussi vers du subtil vers le plus physique,
toutes ces couches-là, en fait, sont interdépendantes. Donc, il n'y a même pas besoin de réfléchir à tout ça quand on fait le programme, hein. Simplement de se laisser porter au fil des sessions et voir, voilà, ce qui plaît le plus, ce qui fonctionne aussi. Et peut-être revenir au fil du temps sur des choses déjà faites. Enfin, voilà. En tout cas, c'est assez libre et accessible à tous. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un yogi ou un expert, un expert De la peu importe, de la théorie méditation, de la védique. théorie. Voilà, exactement, exactement. C'est pour tout le monde. Et tu proposes donc ce programme, donc vraiment qui est une méthode complète, comme tu disais, en plusieurs modules, en 14 modules en tout. Et tu proposes également des capsules hebdomadaires. En quoi ça consiste, ces capsules? Alors, j'ai réalisé avec le programme qu'il y avait des situations très précises qui n'étaient pas forcément abordées. En fait, avec ce programme, il y a un groupe d'échange, donc d'écoute, d'échange, de partage qui est assez bienveillant, qui me semble essentiel. Parce que quand on a un trouble comme ça, ou en tout cas qu'on tend vers ça, c'est pas facile d'en parler autour de soi au début, ou même plus tard. Et les personnes qui étaient dans ce groupe ou qui me parlaient, enfin qui venaient vers moi, me disaient, mais tu vois, me donner des situations très concrètes. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais reprendre cette situation très concrète de type les grignotages du soir. Bon, voilà, elle me disait, moi, je sais bien, dans le programme, j'apprends plein de choses, mais il y a encore des situations, voilà, sur lesquelles j'aimerais avoir ton avis. Donc, j'ai commencé à faire ces petites capsules où, ben, une fois par semaine, le lundi, j'envoie un cours de yoga, une méditation, un petit exercice assez simple à faire, une découverte. Ça peut être un livre, une conférence, un compte Instagram, une musique, enfin, une question à me poser, l'opportunité entre guillemets, enfin l'occasion de me poser une question et une illustration positive, une illustration positive, donc voilà, qui permet d'être accompagné dans la semaine pour créer un petit rituel autour d'une situation donnée. Donc les deux sont assez complémentaires. Je ne conseille pas, même si c'est pas très commercial, mais je ne conseille pas de faire les deux en même temps parce que ça fait beaucoup de pratique. Ça fait beaucoup de pratique. L'approche est différente. Voilà, les capsules sont plus comme une façon de commencer à se questionner, un petit peu se mettre en mouvement. Enfin voilà, c'est un peu plus léger. Là où le programme est vraiment beaucoup plus complet et accessible à vie. Enfin voilà, c'est un peu plus la Bible entre guillemets, ma petite Bible à moi. Voilà un petit peu pour les capsules. Ok. Est-ce que tu peux donner, Alexia, les coordonnées de ton site internet où on peut retrouver la méthode complète ou la capsule hebdo? Alors oui, ça s'appelle Yoga and Peanut Butter, comme le beurre de cacahuète, donc peanut, plus loin butter. Voilà, je suis une grande fan. J'ai dédié même le nom de mon projet au beurre de cacahuète. Voilà, donc Yoga and Peanut Butter. Donc il y a toutes les informations et voilà tous les détails du sommaire, de ce qui est proposé, des témoignages et bien plus aussi, enfin comme ressources que je souhaite mettre à disposition de plus en plus. Il y a des articles scientifiques, des livres, voilà, du matériel et des ressources. En tout cas, même si on n'achète pas, si on n'achète pas quelque chose, on peut quand même y trouver quelque chose. Ah bah ça c'est top. Donc c'est déjà une première porte d'entrée pour les personnes qui souffrent de troubles de conduite alimentaire. Cette première porte d'entrée vers ton site internet, vers les ressources gratuites et peut-être vers le programme. Pour terminer, Alexia, est-ce que tu aurais peut-être une petite chose à dire aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent concernées? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, j'aurais envie de leur dire que on n'est jamais suffisamment bienveillant envers soi-même et que la bienveillance, la douceur, la compassion, en fait, sont vraiment les maîtres mots et nous accompagnent, en fait, dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans nos rapports interpersonnels, nos rapports envers nous-mêmes et je leur souhaite vraiment de développer ça et d'aller vers ça, peu importe la manière dont ils veulent le faire,
yoga ou pas. Mais en tout cas, vraiment de cultiver ça parce que ça vient nous nourrir. C'est une forme de vraie nourriture et ça vient aussi nourrir le monde. Et je pense qu'on en a besoin. Merci pour ce message pour eux. On arrive à la fin de l'épisode où nous avons nos petites questions rituelles. La première question, c'est quel est ton rituel favori? À part le peanut butter. Ouais, alors c'est très bizarre parce que je pense qu'on est les cordonniers les plus mal chaussés. Je n'ai pas de rituel, si ce n'est et je sais que c'est peut-être pas très Ayurveda, si ce n'est de me lever et boire un café. Enfin, c'est le seul petit rituel que je pourrais avoir. Voilà, je crois que parfois les rituels me donnent l'impression d'être un peu enfermée, donc peuvent légèrement m'angoisser. Donc voilà. Déjà, tu te lèves tôt et tu prends une boisson chaude. Bon, le café, Voilà. on va juste enlever le nom, on va effacer ce mot. On va dire une boisson chaude. Voilà, exactement. Bon, ok, c'est noté, Alexia. Ça ira pour cette fois. Quels sont tes projets pour les mois, les années à venir? Alors dans les mois à venir, alors pas mal de nouvelles choses. Il y a un premier livre qui est en cours, donc un petit livre illustré assez ludique. Un deuxième livre aussi beaucoup plus littéraire. Je croise les doigts pour que ce deuxième livre se concrétise vraiment. Une journée de rencontre en septembre. Une application mobile. Voilà, ce sont les trois principaux projets et développements et une semaine de retraite de vacances pour moi de yoga, voilà. Donc voilà, ça c'est aussi un projet de se ressourcer et se faire du bien. Voilà, ça me tient à cœur. Ne pas s'oublier. Avoir de la bienveillance envers soi-même. Exact. Et se faire du bien. Exact. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Alors, on souhaiterait savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, ce que tu aimerais remercier. J'aimerais remercier et je pense que je vais rester sur ma lancée. C'est pas très, comment dire, pour ceux qui me connaissent, c'est pas nouveau, mais j'aimerais remercier du fond du cœur Jacques Vigne qui m'a vraiment sorti intellectuellement et spirituellement de ma rémission pour passer vers la guérison à travers ses livres et à travers son accompagnement en général qui continue encore à ce jour. Et le remercier aussi pour tout ce qu'il fait autour de lui. Je ne suis pas la seule personne qui vient nourrir, inspirer et faire grandir. Donc vraiment un grand merci à lui. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce grand monsieur ? Alors oui, il est donc c'est un psychiatre de formation qui a vécu donc et qui est en tournée actuellement en Europe, mais qui vit en Inde depuis quasi 35 ans et qui est spécialiste de la méditation, du yoga et qui a écrit une vingtaine de livres autour du lien entre la psychologie et la spiritualité et notamment sur l'anxiété, les troubles des conduites alimentaires, sur le lien entre aussi l'Orient et l'Occident, enfin voilà, des écrits très riches qui viennent un peu créer des ponts justement aussi entre la médecine allopathique et la médecine naturelle, même si j'aime pas trop ce terme-là, en tout cas avec en tout cas beaucoup de bienveillance, des connaissances extraordinaires et une gentillesse qui l'est tout autant, donc très belle personne. On mettra son nom dans la description dans les notes de l'épisode. Et puis, on mettra bien entendu aussi le lien vers ton site internet Yoga and Peanut Butter. Et puis, on te remercie énormément, Alexia, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'est une bouffée d'air frais peut-être pour des personnes qui se sont senties concernées dans cet épisode aujourd'hui. Donc, merci énormément de parler de ce sujet qui est assez peu fréquent. On en parle assez peu et c'est vraiment important. Donc, merci beaucoup pour ta participation avec nous aujourd'hui, Alexia.
Merci à vous. C'est vraiment une chance que de partager tout ça avec vous. Et merci pour votre professionnalisme, ce que vous faites, tout le contenu que vous partagez, et votre bonne humeur, etc. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci, bon, Alexia. Tu nous tiens au courant pour tes livres, hein? Ouais, oui. Bien sûr. Oui. À bientôt, Alexia. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!